et bienvenue à ce module 4 de cette série de vidéos consacrée à l'infrastructure as a service dans Azure. Rebonjour Stanislas. Bonjour Pascal. Et dans ce module 4, Stanislas, on va parler de stockage. On va parler de stockage avant de parler dans les modules qui suivront de la gestion des identités avec Azure Active Directory, de l'automatisation et de la surveillance, de la sécurité et des services de récupération. Mais déjà, je sais que le stockage, c'est ta grande passion, Stanislas. Alors de quoi vas-tu nous parler? C'est ma grande passion, Pascal. Et tu sais à quel point j'y suis passionné, parce qu'on se retrouve souvent dans les soirées du mercredi soir ensemble pour parler de ce genre de choses. Donc, le stockage dans Azure, en fait, tout part d'un compte de stockage qu'on va subdiviser après de différentes manières, dans lequel on va stocker des objets. Ce compte de stockage, on va voir qu'il a différentes options de redondance. Et puis, on va voir également qu'on a différents tiers. Et puis, comme c'est du stockage, à un moment, on va faire de la copie. Donc, on va faire de la copie avec des outils en ligne de commande, avec des outils graphiques. Et puis, quand la copie ne suffit plus par les moyens traditionnels du réseau, on parlera d'outils d'import-export. Et finalement, c'est tout ce qu'on va voir pendant les prochaines dizaines de minutes qui vont être consacrées à ce sujet combien passionnant qu'est le stockage. Ok. Donc, les services de cloud dans Azure, pour le stockage, on pourrait dire qu'il y en a 5, 4 ou 5, ça dépend, qui seront utilisés par différents services. D'accord ? Donc, on va oublier ici la partie disque temporairement. On va penser en file, blob, table et queue. Donc, comme je te l'ai dit, tout part d'un compte de stockage. Donc on crée un compte de stockage. Et dans ce compte de stockage, en fait, on aura accès à 4 types de services différents. Les files, les blobs, les tables et les queues. Les blobs, c'est des objets de stockage dans le cloud. Ça ressemble à un fichier en fait. Si tu poses un objet, sauf que ça ne s'appelle pas un fichier parce que c'est pas assez hype. Dans le cloud, ça s'appelle un blob. Mais ça ressemble quand même beaucoup à ça. D'accord ? Et en gros, quand on met un VHD et qu'on l'utilise pour une machine virtuelle, c'est un blob. C'est un blob un peu particulier qui s'appelle un page blob. Et ça, c'est dans le cas numéro 1 qui, effectivement, on utilise un compte de stockage pour stocker ce fameux VHD. Mais on a une deuxième option qui est de dire, je vais utiliser un disque managé. Et là, c'est ce qu'on appelle le disque ici dans cette colonne, qui est vraiment le disque dur qu'on va associer à la machine virtuelle. Et c'est juste deux options de déploiement du stockage pour les machines virtuelles d'Azure. D'accord ? Le table, c'est un stockage cloud de type NoSQL, donc avec des clés valeurs, qui donc, comme du NoSQL, tu peux faire varier le contenu. Donc on va parler de partitions, on va parler d'entités, c'est-à-dire chaque ligne en fait des partitions. On parlera de clés de type clé de partition, row key, timestamp, voilà, vraiment du stockage NoSQL, qui est un bon usage. Enfin, il y a un bon usage à faire ça. Aujourd'hui, on a tendance à moins utiliser les tables dans le stockage Azure pour plutôt privilégier des choses comme Cosmos DB. Mais globalement, c'est ça. C'est un stockage type NoSQL avec des tables et des séries clés-valeurs. Voilà, pour faire simple. Les queues, c'est des files d'attente. Donc en gros, c'est tu mets des objets ou des messages dans des files d'attente qui sont après ressortis par les applications qui les consomment. D'accord ? Voilà. Et il nous reste la dernière chose ici qui est le file. Le file, en fait, c'est un service managé de type serveur de fichiers. Donc en gros, tu vas avoir un espace de type serveur de fichiers que tu atteindras avec un backslash, le nom pour y accéder, backslash, le nom du partage. Oui, donc SMB. C'est exactement, c'est un service SMB, on va le détailler juste après. Tout ce stockage-là, il est construit sur un système de stockage unifié distribué qui est géré de notre côté et que vous ne voyez pas. D'accord ? Donc, on parlait dans les VM en disant faites pas de RAID 5 ou de miroir dans une VM parce que la durabilité et la tolérance aux pannes est assurée par nous. Donc ça, c'est valable effectivement ici aussi. C'est-à-dire que quand tu vas avoir un serveur, quand il y a 10 disques durs dans un serveur, il y en a 6 qui sont utilisés réellement, il y en a 4 qui sont des spares, et tout ça est généré par un software Defined Storage qui est côté Azure, qu'on ne voit pas. Okay ? Donc ça veut dire que notre système de stockage distribué dans nos data centers, on assure la durabilité, le chiffrement au repos de l'ensemble des données, leur réplication, parce que effectivement toute donnée écrite est écrite à minima 3 fois dans 3 disques durs différents, de 3 serveurs différents, de 3 racks différents et potentiellement de 3 bâtiments différents. Ça, c'est le minimum. Le système de load balancing, ça, on parle d'écriture synchrone. On peut aller jusqu'à plus, on va le voir après. Le balancing, quel disque on va prendre, etc. Ça, c'est géré de manière automatique, on n'a pas à le gérer. Okay. Donc, les différents formats que tu auras dans le compte de stockage, pour résumer, le blob, le disque, la table, la queue et le file share. Alors, tu remarqueras que tous s'accèdent par du REST, on est dans le monde du cloud, donc on peut tout accéder avec des URL de type HTTP ou HTTPS. Et derrière les commandes REST qui vont bien. Okay.
On parle vraiment de Data Center as an API, parce que c'est ça en fait, hein, tout est disponible de manière programmatique via des formats tout à fait connus. Et tu remarqueras que le file share ici, on peut y accéder également en SMB, on va en parler tout à l'heure, parce que c'est un partage de fichiers. D'accord ? Donc, tous ces différents types d'objets dans le compte de stockage, qui sont vraiment conçus pour différents usages, se manipulent par un SDK et donc des API. Donc on peut reprogrammer ce qu'on veut et vraiment utiliser le stockage d'Azure comme assez facilement. Donc comment on va stocker ces blobs? Donc la structure, ce sera, on va créer un compte de stockage. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais en créer un d'abord, ce qui me permettra d'illustrer la suite des opérations. Donc je vais venir ici, je vais créer donc un storage account. Donc je vais rechercher storage ici. Il faut vraiment que je change mes doigts. Voilà. Storage account. Voilà. On va le créer. Donc, il va me demander un nom. Donc, on va l'appeler Stan Storage 2018. Donc là, il fait un petit check ici pour vérifier que le nom est disponible, parce qu'en fait, ce compte de stockage, dont le nom doit être unique, ça accédera par HTTP ou HTTPS, Stan Storage 2018, point, le nom du service, file, ou blob, ou table, ou queue, point, core.windows.net. Voilà, Quand vous voyez quelque chose en core.windows.net, vous êtes sur le stockage d'Azure. Donc il doit être vraiment unique sur Internet en fait. Exactement. C'est important, et pareil, pas de caractères spéciaux, de choses bizarres. Ensuite, ici, je vais choisir le modèle de déploiement, donc on ne fait plus de classique, hein. Donc on fait de l'ARM. Le type de compte de stockage, donc là il y a différentes générations, mais en gros, pour faire simple, on est en 2018, on est moderne, on va prendre le dernier, donc le meilleur, comme on dit. Donc on va prendre du storage V2, et ensuite ici on va choisir les performances. Donc si on sélectionne Premium, ça veut dire qu'on va faire un compte de stockage pour des machines virtuelles en SSD. Ce sera vraiment le seul usage. Si on veut stocker d'autres choses, on va prendre le standard basé sur des disques durs. On a déjà vu, oui, Premium égale SSD, on en a déjà parlé quand on a parlé des machines virtuelles. Ici, la réplication. Donc on peut faire une réplication à l'échelle locale, donc 3 copies dans 3 disques durs, 3 copies synchrones dans 3 disques durs, de 3 serveurs, de 3 racks différents, et potentiellement de 3 bâtiments. Oui, dans une région. Dans une région. Le ZRS, qui était un nom qu'on utilisait avant pour un mode de stockage que personne n'utilisait, on a repris le nom et désormais le ZRS sert pour les availability zones. Donc le ZRS, tu auras 3 disques durs qui seront différents. Donc, tout est écrit 3 fois en même temps, donc 3 disques durs différents, de 3 serveurs, de 3 racks et de 3 bâtiments différents. 3 zones. 3 zones. Voilà. Donc 3 data centers potentiellement différents. 3 bâtiments et 3 data centers. Ensuite, l'access tiers, ça on va le voir tout à l'heure. Donc par défaut, est-ce qu'on est en cool? Je vais laisser en haute. Le Secure Transfer Required, ça veut dire que, je te l'ai dit, c'est du REST, donc on fait de l'HTTP. On peut dire, c'est-à-dire qu'on fait transiter en clair les données. Tu sais que pour la sécurité, ce n'est pas bon, Pascal, et que la sécurité est ta deuxième grande passion. Donc, si je clique ici sur Enable, je vais forcer à faire du HTTPS, par exemple. C'est la moindre des choses. Et ensuite, mon compte de stockage. Donc là, j'avais commencé à créer un compte de stockage qui s'appelait... Non, Use Existing, pardon, qui s'appelait Vidéo quelque chose. Un groupe de ressources, pardon. Un groupe de ressources, tant pour moi. Voilà, mon compte de stockage est en train d'être créé. C'est une opération qui est relativement courte, hein, ça prend de l'ordre de quelques secondes, donc on va le voir très très rapidement. Ici on peut suivre la progression de tout ça. Donc j'ai pris du redondance locale de base, je crois. Je crois. Ok. L'opération est assez rapide, on va le laisser terminer, et je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc, la structure, en gros, si tu accèdes en REST à ton compte de stockage sur la partie blob, on t'aura le nom du compte de stockage. Dedans, tu vas créer ce qu'on appelle des containers. C'est un niveau d'arborescence comme un répertoire, on peut dire. Et ensuite, tu mettras tes objets qu'on appelle des blobs. Enfin, des fichiers, hein, mais dans le monde du cloud, ça s'appelle du blob. Et sur ces objets-là, on peut mettre des petites métadatas, c'est-à-dire des petites propriétés supplémentaires. Ouais, sous forme clé-valeur. Sous forme clé-valeur, là encore. Alors, vient un moment le choix de page blob versus bloc blob. Donc, c'est très simple à faire le distinguo entre les deux. Le page blob, il est fait pour les machines virtuelles. Donc, dès que vous aurez un disque dur de machine virtuelle dans Azure, c'est un page blob. Tout le reste, c'est du bloc blob. Donc, tout stockage de fichiers autres que le VHD d'une machine virtuelle Azure, c'est du bloc blob. Et on voit que les tailles ne sont pas les mêmes. On voit que la taille maximum, par exemple, d'un page blob, c'est 4 Tera. Donc, c'est la taille maximum d'un disque virtuel dans une VM Azure.
Et on voit qu'un bloc blob, la taille est de 4,7 Tera, donc ce qui n'est pas tout à fait la même volumétrie. D'accord. Pourquoi on est monté aussi haut? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on peut poser des vidéos en 4K ou en 8K, et les stocker sur Azure, et du coup, ça fait des très gros fichiers. Option de réplication d'Azure. Donc, les 3 copies synchrones dans la même région Azure. On a le GRS qui font 3 copies synchrones dans la première région et 3 copies asynchrones dans la seconde région Azure. Donc asynchrone parce qu'effectivement il y a une latence. Alors on prend les régions par paire en général. On a toujours Donc si on prend le cas de la France, data center, donc région France centrale et région France South, donc Paris et Marseille, seront les 2 régions à pairer. Donc quand on choisira l'option GRS à Paris ou à Marseille, dans les régions, automatiquement on sait que les données sont répliquées sur la deuxième région. Donc on parlait un petit peu de maintenir les données dans un espace géographique restreint, par exemple dans le pays. Typiquement, c'est ce qu'on va faire ici avec cette fonctionnalité-là. Et le RAGRS, eh bien, c'est exactement comme le GRS, sauf qu'en plus, sur la région répliquée, on a accès en lecture aux données. Ça peut être intéressant sur du contenu qui est du contenu statique, des images, choses comme ça. Et le ZRS ici, qui est un petit peu grisé, qu'on ne voit pas très bien, parce qu'à l'origine, c'était un mode qui existait, mais qui n'était plus trop utilisé. On a repris le nom, et du coup, c'est toujours juste ce que je dis, on a 3 copies synchrones de la donnée dans plusieurs data centers Azure, et on va enlever la partie rouge ici, parce que, voilà, ça, on ne l'a plus. Okay. Donc, quand on va choisir, en fait, quand on va créer un compte de stockage, on peut choisir les différents types ici, et à tout moment, donc on voit ici combien il y en a de réplicas, donc LRS, 3 copies locales, GRS, 3 copies locales et 3 géorépliquées, et on voit les services associés. Et on voit ici que le premium ne concerne que le page blob. D'accord. Donc le premium, c'est vraiment fait que pour les machines virtuelles et les disques durs des machines virtuelles, et c'est tout. On va retourner ici sur ma console. Donc là, mon déploiement est arrivé, donc je vais l'épingler sur le dashboard déjà. Première chose. Donc j'ai mon compte de stockage qui vient d'être créé. Et ce compte de stockage, je t'ai promis en fait qu'il avait effectivement 4 services disponibles. Donc, on a des services de blob, des services de file, des queues et des tables. D'accord. Donc, même si on est dans un même container qui s'appelle le compte de stockage, qui partage une enveloppe globale d'IO par seconde, on peut utiliser les 3 de manière complètement dépendante. Donc, les limites d'un compte de stockage, on est à 5 pétaoctets pour le stockage des objets blob, 50 000 IO par seconde, et tu vois, max ingress et egress, donc en gros, sortie et entrée en termes de communication réseau sur le compte de stockage, 50 gigabits, ce qui est déjà pas mal. Chiffrement at rest, c'est vraiment une chose que nos clients nous demandent. Ils disent, voilà, ouais, mais on stocke des choses chez vous, et si quelqu'un vole un disque dur, bon, déjà, le risque qu'un disque soit extrait intègre de nos data centers est relativement faible, parce que les gens qui opèrent le physique ne sont pas les gens qui opèrent le logique. Donc les gens qui opèrent le physique voient des machines avec des lumières dessus et un code barre. Mais ils ne savent pas si le serveur il sert de l'Office 365, de l'Azure, du Dynamics. Donc trouver le bon disque dur dans une fabrique distribuée en termes de stockage, dans un ensemble où il y a des centaines de milliers de serveurs sur une région. Bon, mais imaginons. Donc du coup, en fait, tous nos disques sont stockés, tout est stocké au repos sur nos disques, at rest, et tout est chiffré de base. Donc là, j'ai créé un compte de stockage. On ne va pas demander à un moment s'il était chiffré ou pas, mais on va aller voir les propriétés, on verra qu'il est déjà chiffré at rest. Sur ce chiffrement at rest, c'est nous qui avons les clés. Important. Mais de toute façon, un disque décommissionné sera détruit immédiatement, de toute façon, en plus. Si un disque est sorti de son environnement parce qu'il a une panne ou autre, donc il y aura une lumière rouge qui va apparaître sur un des serveurs. Quand il y aura X disques en lumière rouge, une personne t'amènera, prendra les disques. Chaque disque a un code barre. Le code barre est passé sur une douchette dans une salle spécifique. Lumière verte égale pas de données clients. C'est par exemple le cache de Bing ou autre chose, ou MSN. Donc là, le disque potentiellement pourrait sortir dans sa forme originale intègre du bâtiment. Lumière rouge, ça veut dire qu'il y a de la donnée cliente, on ne sait pas quoi, mais Office 365, Dynamics, n'importe quoi. Et dans ce cas-là, le disque passe dans une broyeuse et il ressort sous la forme de confetti. Du coup, les données ne sont pas trop exploitables. Chiffrer plus confetti, normalement, ça va suffire. On l'a vu tout à l'heure, si on active ici le Secure Transfer, on va forcer l'HTTPS pour le reste. Et si on fait du SMB, on va forcer le SMB dans sa version 3,
qui est une particularité en fait du SMB3 qui est arrivé dans Windows Server 2012 et Windows 8 et ultérieur. Et donc du coup le payload SMB sera chiffré. Donc ça veut dire que si on active cette case, on pourra faire que du SMB3X avec le chiffrement du payload à l'intérieur pour les données en transit. Ensuite, pour accéder à un compte de stockage, on va utiliser des clés. Donc on a 2 clés qui existent par compte de stockage, une primaire et une secondaire. Ces clés, on peut leur faire des rotations, et je pense qu'il est même encouragé d'en faire des rotations. On peut d'ailleurs industrialiser, automatiser ces rotations. Et donc pour régénérer les clés rapidement, on régénère la clé secondaire, on utilise la clé secondaire et on régénère la clé primaire. On a fait sa rotation de la manière le plus rapide possible. Pour transférer des données dans Azure, quels sont les outils? Donc là, on parle vraiment de transfert, soit de région à région, soit de sur site vers Azure, soit de Azure vers sur site, etc. Donc toutes les directions sont possibles. Donc là, il y a 3 outils qu'on va dire qu'on conseille, c'est la sélection du jour, mais il y a 2 outils de Microsoft et un troisième qui est gratuit, qui est pas mal aussi. Donc le premier s'appelle AZCopy, c'est le robot copy pour le cloud. Le robot copie d'Azure. Donc là, AZCopy, source, destination, puis un petit pattern derrière. Donc là, on peut copier dans tous les sens, de sa machine vers Azure, d'Azure vers sa machine, d'un compte de stockage Azure vers un autre compte de stockage Azure. Voilà. Ligne de commande, je pense que ça va choquer personne, c'est très simple à utiliser. Ligne de commande qui est multiplateforme désormais. Elle était Windows à l'origine, elle est également sur Linux et sur Mac. Magnifique. Pour ceux qui préfèrent un explorateur graphique, ça s'appelle Microsoft Azure Storage Explorer, c'est gratuit. Et c'est une interface graphique d'exploration des comptes de stockage Azure. Et ça marche sous Windows, sur Mac et sur Linux Ubuntu. Et ça ressemble à ça. Je pourrais même vous le montrer, il n'y a rien d'extraordinaire dessus. Mais c'est un bon petit produit. Enfin, pour peu que j'arrive à taper. Oh! J'aurais dû activer Cortana. Alors, Storage Explorer avec un S. Azure Storage Explorer. Ah, c'est Azure Storage Explorer, c'est peut-être pour ça que je ne trouvais pas. Microsoft Microsoft Azure Storage Explorer. Merci Pascal. Alors là, j'ai le solitaire, c'est parfait. Voilà, Azure Storage Explorer. En 2018, il est toujours aussi difficile de chercher sur son poste quand il n'est pas bien organisé. Donc, j'aurais dû mettre un petit raccourci. Donc cet outil, il est plutôt pas mal. Il s'enrichit de plus en plus. Donc comme AZCopy, en fait, il y a régulièrement des nouvelles versions. Et donc voilà, de compte de stockage ou d'abonnement Azure vers notre abonnement Azure, vous avez la liste ici. Donc là, par exemple, ici, on va aller prendre le compte de stockage qu'on a créé tout à l'heure, qui s'appelait Storage 2018, je crois. Voilà, compte de stockage 2018. Et là, tu vois qu'on voit la notion de blob, file, queue et table. Donc je peux tout faire en fait ici. Ici, je pourrais dire, tiens, je vais créer un nouveau container, par exemple, que j'appellerai mes disques. Alors, pas de majuscule, sinon, voilà. Je pourrais créer une nouvelle table ici, par exemple. En gros, je peux tout faire depuis cette interface et je peux ici uploader des choses dans mes disques. Je pourrais uploader un fichier, par exemple. Et puis là, je choisirais, par exemple, mon fichier. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher? Tiens, on va prendre une image, on s'en moque, ça n'a pas d'importance. Et là, tu remarqueras que je peux choisir, est-ce que j'envoie du bloc blob ou du page blob. D'accord. Bon, là, il est sélectionné automatiquement. Et vous voyez qu'ici, on a pensé que si vous ne le savez pas, on le fait pour vous. Upload.vhd.vhdx page blob. Voilà. Donc, il le fait tout seul. D'accord. Et si je fais upload, effectivement, il va me l'envoyer. Tu vois, au passage, qu'il y a une nouvelle version qui est disponible, il me dit, si tu veux la télécharger, voilà. Alors, ça marche pour Azure comme Azure Stack, c'est le même outil. D'accord. Ça permet aussi de gérer les clés. Ça permet de gérer rapidement sa clé d'accès pour le mettre dans son appli. Exactement, on peut créer des scriptages, on peut faire des snapshots ici, on peut les gérer d'ici, on peut copier les URL pour dire ça je voudrais le réutiliser par exemple. Voilà, on peut gérer ici les permissions dans ce qu'on appelle les access policy. On peut créer des nouvelles permissions, voilà, et dire voilà, je veux autoriser ça de telle date à telle date pour telle personne. Tout est ultra granulaire en gros, vraiment c'est très 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 bien fait. De la même façon ici, je peux créer des métadatas
chose que je ne vois pas forcément dans les interfaces, dans les propriétés. Et voilà, je peux renommer également, enfin, du classique, pas de quoi non plus y passer 2 ans. Mais c'est vraiment l'outil de référence et multiplateforme. Un autre outil dans le genre, c'est Azure Explorer fait par Redgate. Là, c'est un freeware et il est plutôt pas mal fait aussi. Je pense qu'il perd son intérêt maintenant que Storage Explorer commence vraiment à devenir bien et mis à jour de manière régulière. Mais c'est une autre option à explorer, peut-être un peu plus simple à l'usage. Et puis ensuite, dans Azure, en fait, on a du stockage. En fait, on a de base dans un fournisseur de cloud 3 types de stockage, ou dans un data center, le stockage très rapide et très cher, le SSD, avec une latence très très courte. Le HDD qui coûte un petit peu moins cher à la volumétrie, mais qui a une latence un peu plus élevée, parce que y a des têtes de disques durs qui vont se déplacer, alors que dans le SSD tu l'as pas. C'est pour ça qu'il y a une différence dans la latence. À l'extrême de tout ça, on a du stockage où la volumétrie coûte vraiment pas cher, mais par contre la latence est très longue. C'est des bandes, parce que là, il y a un petit robot qui va chercher la bande, qui met la cassette dans le lecteur lit, etc. Et dans Azure, en fait, on a un 4e tiers qu'on appelle Pelican, où en fait c'est un rack avec plein de disques durs à l'intérieur. Les disques durs en fait ne sont pas démarrés en permanence, ils sont en pause, ils sont en veille. Et quand on a besoin d'accéder à la donnée qui sont dessus, en fait, le premier ordre qui arrive sur la baie, c'est une sorte de baie en fait, c'est de dire ta donnée, elles sont dans le disque 53, 18 et 23, et il y a un petit ordre qui est envoyé pour sortir de veille ces 3 disques durs, pour aller chercher l'information. D'où la latence qui est un petit peu différente du disque dur, et là c'est vraiment la latence de départ. Après, les performances sont les mêmes. Donc ça, on appelle ça un nom de code de Pélican. Et donc, qu'est-ce que tu as mis sur l'ordonnée de ton schéma? La chaleur de la donnée, la température de la donnée? Oui, c'est-à-dire en gros, est-ce que la donnée est très utilisée, elle est chaude, ou est-ce qu'à l'inverse, elle n'est pas trop utilisée, elle est gelée. On est d'accord que si on fait une archive en général, l'archive, qu'elle soit électronique ou papier, on la prépare, et puis on la stocke quelque part, et normalement, on la verra jamais. Ça peut être de l'archivage légal d'une application. Voilà, la poussière numérique se déposera dessus, et normalement, on n'y touchera jamais. Donc c'est vraiment fait pour de la rétention vraiment sur le très long terme. Alors que là, ici, si c'est sur une donnée très chaude, c'est peut-être une VM qui est utilisée, ou des traitements de données qui sont faits de manière très régulière. Donc, voilà. Donc l'idée après, dans du cloud, c'est de poser en fait les bonnes données aux bons endroits, donc dans les bons services dans le cadre du stockage Azure. Donc les services, ici, je les ai associés par rapport au techno matériel qu'il y a derrière. Donc Storage Premium pour les VM, pour les SSD des VM, voilà. Stockage standard, on vient d'en voir tout à l'heure, donc basé sur du rotatif. Le disque. Pélican, c'est ce qu'on appelle, c'est Azure Cool Storage. Alors pas cool, c'est frais. Frais, voilà. C'est pas froid, mais... C'est pas froid, c'est pas gelé, mais c'est frais. C'est frais. Et puis le dernier, c'est Azure Archive ou Archive Storage, je le dis en anglais, Archive, qui est là vraiment fait pour de l'archivage, ça porte bien son nom. Et du coup, en 2018, on a ce qu'on appelle, au niveau des blob blobs, différents tiers. Donc on va pouvoir choisir de dire, mon blob, mon fichier, sera sur du hot, du cool ou de l'archive. Et le tiering va se faire objet par objet. Donc c'est super en fait, parce que vraiment on va pouvoir du coup optimiser ses coûts, et se dire quand j'ai 10 backups par exemple, je vais garder les 7 premiers en hot, parce qu'on ne sait jamais, c'était il y a 7 jours et je peux avoir besoin rapidement de revenir sur ces backups. Au bout de 7 jours, dire si je ne l'ai pas utilisé, je vais les déplacer dans le cool. Là, je vais les laisser 30 jours. Donc le cool, l'accès est un peu plus lent, mais ça coûte moins cher le stockage. Et puis après, au bout de 30 jours, dire je n'ai jamais utilisé, je les garde pour l'archivage légal. Et là, hop, je déplace dans l'archive. Voilà. C'est vraiment l'idée de faire ça. Donc le déplacement d'un élément à l'autre, en fait, il est ultra rapide. C'est-à-dire qu'on dit tel objet prend tel tiers, et automatiquement le déplacement se fait. Donc si on reprenait l'exemple, j'ai dû copier normalement un fichier dans mon blob ici, parce que j'ai créé un container, rappelle-toi, mes disques. Okay. Et là j'ai appelé un fichier qui s'appelait un PNG, on s'en moque. Donc là tu as un access tiers, il est sur l'access tiers hot. Alors ici on parle d'inférence. En fait, ça veut simplement dire en fait, qu'il a récupéré le tiers par défaut de mon compte de stockage. Compte de stockage, on peut dire par défaut, tu es cool, par défaut, tu es hot. Voilà. Donc là, il est en hot, mais je vais dire non, mais là, en fait, j'en ai pas trop besoin, je vais le déplacer en cool. Donc là, je peux aller éditer. Ah non, c'était pas ça, tant pour moi. Éditer, ça permet de le voir. Ce que je viens de découvrir à l'instant. Je plaisante.
blob properties, d'accord, donc on voit ici l'URL pour accéder à ce blob, voilà. Et si je descends ici, je vois ici l'access tiers, d'accord, là je te le fais graphiquement pour l'exemple parce que c'est plus simple. Bien entendu, après on va le faire sous la forme de batch qui va lire le contenu et qui va adapter au fur et à mesure, d'accord. Donc là je vais me dire, bah tiens, mets-le plutôt sur cool, je regarde, et hop, ça y est, il est passé en cool. D'accord. Donc là, il a été déplacé sur Pélican, là? Il a été déplacé sur Pélican, effectivement, sur ce truc. Et c'est de manière très rapide. Bon, en plus, tu vois, on a une petite volumétrie, c'est facile, mais je pourrais également l'envoyer sur Archive. Donc là, il me dit attention, Archive, quand tu voudras le réhydrater, c'est-à-dire le ramener vers du stockage plus chaud, ça prendra un peu plus de temps. Le temps de, je vais chercher la bande, je l'extrais. Voilà. Bon, là, sur la taille qu'on a ici, ça devrait être assez rapide. Voilà, il vient de passer dans Archive. Donc, toutes ces flèches-là sont instantanées dans le changement. Il n'y a que celle-ci qui peut prendre un petit peu de temps. Alors celle-ci, et puis j'aurais dû faire une flèche qui part de Archive vers Hot. On a le droit, on n'est pas obligé de passer par le tiers cool. On peut directement dire j'ai ma bande et je le mets dans un... Dans tous les cas, là il y a un phénomène de réhydratation qui peut prendre quelques heures en fonction de la volumétrie. Mais comme une bande normale, il n'y a pas de... On aurait pu dire décongélation aussi, ça prend du temps aussi. Décongélation. À la place de rehydration, je prends le point, Pascal. Là, je l'avoue, je ne l'avais pas traduit. Je me disais réhydrater, ouais, pourquoi pas, mais c'était pas très cool. Bon, okay. Donc je prendrai décongélation si tu veux. Alors, ça je vous l'ai montré tout à l'heure. Ouais. Ça c'est l'exemple que je vous ai montré où j'ai changé. Là c'était un petit exemple où j'avais mixé au sein d'un même compte de stockage les différents. Un coup, un archive, un default. Ouais. Voilà. Azure File. Alors Azure File, on en a parlé tout à l'heure. C'est un service de type partage de fichiers, as a service. On n'a pas à gérer les serveurs, d'accord. Et donc en gros, la dispo du service, sa montée en charge, l'intégrité des données sous-jacentes, tu t'en occupes pas, on s'occupe de rien, on s'occupe de tout. Donc on le gère dans seulement une approche pass, d'accord. Tu peux t'y connecter en SMB ou en REST. Après, ça va dépendre de l'endroit où tu es placé, et si tu as activé ou pas, ou forcé ou pas le mode de chiffrement en transit. Typiquement, pour faire du SMB chiffré, il te faut du SMB 3. D'accord. Donc si tu es sur Internet chez toi et que tu te connectes à de l'Azure File et que tu as forcé le chiffrement transit, il te faudra un poste Windows 8 ou ultérieur, ou il te faudra un Linux très récent avec un CIFS très très récent pour que ça marche. D'accord. Pour l'instant, on est à 5 Tera par partage. La limite devrait être poussée à 20 fois ce chiffre à peu près, très très prochainement. Et la structure est la suivante. Tu as un compte de stockage avec un Azure File Storage qui est ici. Ensuite, tu crées des partages dessus, tout simplement. Et après, ici, tu crées tes répertoires comme d'habitude, comme dans un partage, et tu mets tes fichiers. Il n'y a pas de différence. Et pour s'y connecter, on va en créer un, parce que c'est toujours agréable de créer un compte de stockage, et tu connais ma grande passion pour les filers. Donc je vais aller ici sur la partie file, et je vais dire nouveau partage, donc on va l'appeler du coup nouveau partage. Hop. Je lui donne un quota, je peux en dire 1 giga pour l'exemple. Ok. Et c'est tout, il n'y a rien de plus à faire en fait. C'est ça qui est magique. C'est que là, finalement, mon compte de partage est déjà disponible, dedans je peux créer des répertoires, etc. Donc je pourrais également venir ici dans mon Storage Explorer pour faire mes copies de fichiers. Tu vois, il n'y a pas de... Je peux uploader un folder complet, par exemple. Tiens, ma fuite de toit. Un bon exemple. C'était il y a longtemps, la fuite est passée. Hop, donc là je suis en train d'uploader à l'intérieur, et en train de remplir ce petit compte ce petit filer. Tu vas me dire, mais comment qu'on se connecte à ça? Exactement, parce que là, on n'a pas spécifié de sécurité. Ok, donc là je rafraîchis, tu vois, mes photos sont en train d'arriver. Voilà. Donc pour s'y connecter, le bouton connect est plutôt bien fait. Et là il vous dit, tu te connectes depuis Windows, choisis ta lettre sur laquelle tu veux le connecter. Je sais pas, on va dire S comme share. Et là en fait, donc il me propose soit de le connecter en PowerShell, donc là j'ai tout le texte, je fais un copier-coller, tout est fait, soit un truc qui va te rappeler aux meilleures heures. NetUse. Exactement. Alors du coup, je vais te montrer ça dans un éditeur de texte. Prenons celui-ci qui est absolument merveilleux. Voilà, new file. Paste. Et du coup, en fait, la commande netUse, nom du compte, nom du
compte de Du stockage, compte de stockage, ouais, .file. .file, parce que c'est un service de filer, .core.windows.net, et là, le nom de ton partage. Du coup, il te faut l'utilisateur. L'utilisateur, ça s'appellera Azure / ton nom Le nom du compte de stockage, de toujours, compte de stockage. Ensuite, ici, tu as ton mot de passe, qui est ici ma clé primaire. qui est la clé. Voilà. Qui est Donc, longue. Hein, d'accord. Pour ça qu'on peut pas C'est le taper. surprenant au début, et puis on s'y habitue. Hein. Exactement. Le user, c'est Azure / le nom du compte de stockage, et les passwords, c'est la clé. Donc là, ça ne va pas marcher depuis mon poste qui est actuellement sur le réseau Microsoft, parce qu'il faut ouvrir sur les firewalls le port TCP. Le 445 pour sortir en SMB vers l'extérieur, et en général, on ne le permet pas trop, ça. Exactement. Dans les entreprises, on ne permet pas, alors que dans les maisons, Mm. dans les maisons, on n'a pas ce souci-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer par je vais tricher. Je vais aller voir une VM que j'ai dans Azure, qui est quelque part ici. Voilà. Je vais m'y connecter. Et par la magie de la copie par terminal serveur, je vais aller copier ma ligne. Ouais, copier-coller. Donc là, il est en train de se charger sur une VM. Donc là, comme je suis dans Azure, petit rappel sur la vidéo liée au réseau, on n'a pas en sortie, on a le droit de tout faire en sortie, grâce au NSG. Donc on a tapé un net use, tac, 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 storm, share. Et du coup, là, si je vais sur Z2 points, et agrandissons, un petit peu, voilà, Z2 points, qu'est-ce que je vois ici? Eh bien, en fait, je vois mes fameux fichiers que j'ai copiés tout à l'heure. Stuff of crazy. Ça tient. Comme quoi, des fois, hein, le bonheur, c'est juste du stockage. Sur les comptes, sur les file share, on sait faire également du snapshot, on sait appliquer des quotas. Donc les snapshots, ça permet d'avoir de versionner différentes versions de son contenu, exactement comme sur un filer. Et donc depuis l'interface de l'explorateur de Windows, tu peux revenir sur les versions précédentes. C'est cool. Hein. Ça peut être intéressant dans certains scénarios un petit peu gênants à base de ransomware, par exemple. Oui, ça De et un revenir backup. dans le- Oui, oui, Et de backup. on est d'accord. Donc ça, c'était l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Dernière chose sur le file très intéressant qui s'appelle Azure File Sync, qui en fait va permettre de faire de la synchronisation entre des machines Windows Server, serveur de fichiers, et d'autres machines serveurs de fichiers ou du cloud. Donc premier scénario, c'est de faire une synchronisation multisite. Petite demande qui est assez classique en disant bah là j'ai un filer ici, un serveur de fichiers sur mon site principal. J'aimerais bien répliquer ce serveur de fichiers sur d'autres sites. Alors il y a on peut utiliser du DFSR, des choses comme ça, mais c'est jamais trop. Ça répond jamais à 100% de ce qu'on veut. Le cloud tiering également, c'est dire bah là j'ai un serveur de fichiers. Le problème c'est que l'homme utilise toujours l'ispose dont il dispose. On a horreur du vide, c'est ça. Darwin, théorie de l'évolution. Donc ça marche avec les serveurs de fichiers, et effectivement, si on a un serveur de fichiers qui a 10 gigas, qu'on le laisse aux utilisateurs, ils vont le remplir. Donc là, en fait, la fonction d'Azure File Sync permet de dire, sur mon serveur de fichiers, je vais réserver tant de pourcents d'espace libre, et on ne pourra jamais dépasser. Et si par hasard j'ai plus de volumétrie ou de fichiers qui sont faits, le débordement se fait dans le cloud, dans un Azure File. Accès direct aux données OSMB, je vais te montrer tout à l'heure comment on fait avec un NetUse, je vais me connecter à un compte de stockage. Alors c'était pas très beau parce que c'était un compte, j'avais les droits total parce que j'étais avec la clé du compte de stockage. En 2018, on va pouvoir désormais intégrer l'authentification avec l'authentification Azure Active Directory. Et donc utiliser des comptes de l'Azure Active Directory, donc des comptes utilisateurs. Ça c'est très attendu dans certains Très scénarios. attendu. Sauvegarde de cloud intégré, à partir du moment où tu répliques le contenu de ton serveur de fichiers local vers Azure, tant qu'à faire, autant faire la sauvegarde directement depuis Azure. Plutôt que faire une sauvegarde sur site et l'externaliser. Tu as déjà externalisé. Dernière chose, restauration simple de serveur de fichiers. Tu as un serveur de fichiers sur site, il brûle ou alors il est vraiment obsolète, tu veux le changer. C'est compliqué, il faut mettre un autre serveur à côté, faire la copie entre les deux, essayer de répliquer les ACL, machin. Là, avec Azure File, tu as déjà ton contenu qui est dans Azure File, qui a été répliqué par le premier serveur. Tu mets le deuxième serveur, tu lui installes l'agent, tu l'associes en fait à l'Azure File, et il se débrouille comme un grand de te redescendre les permissions et les serveurs de fichiers. Pretty cool. Et ça ressemble à ça avec le grand schéma global. Donc on a un serveur de fichiers qu'on peut répliquer dans un Azure File, ça c'est le minimum. Le minimum du minimum, c'est un serveur avec l'agent et l'Azure File. Donc c'est l'agent File Sync. Donc ce serveur peut être un 2012 R2 ou un 2016, il n'y a pas d'importance là-dessus, c'est un exécutable qu'on va installer qui sera un agent.
Si on installe un deuxième serveur ici à côté et qu'on installe le même agent, bah, du coup, il va répliquer l'ensemble du contenu qui lui est demandé. L'ensemble ou une partie si tu as mis c'est une limitation en termes de stockage et que tu as mis un pourcentage de cloud tiering. D'accord. Du coup, tu peux également répliquer un Azure file vers une autre région. Ce qui est pratique du coup si tu as un autre serveur qui est dans l'autre région. Et du coup, si ce serveur-là n'arrive plus à accéder à cet Azure file, il fera un failover et il basculera sur celui-ci. Et du coup, comme c'est des services de SMB dans le cloud, et ben, les utilisateurs peuvent se connecter directement en fait à l'Azure File depuis l'extérieur sans avoir à monter un VPN pour l'entreprise par exemple. Dernière chose, comme on a les données qui sont synchronisées ici, du coup ben, on les sauvegarde directement dans Azure Backup Vault. Et voilà. Et la figure est complète, ok. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut faire des snapshots. Voilà. Et si on fait un snapshot, tu vois, quand on va aller les voir, et ben, on verra les différentes itérations du snapshot. Et donc depuis l'explorateur de Windows, tu peux revenir sur les versions antérieures directement, enfin l'utilisateur peut venir directement dessus et dire je veux revenir sur la version qui date d'hier par exemple. Là on n'a rien changé aux habitudes de l'utilisateur. On peut également en utilisant la ligne de commande AZ par exemple ici lister l'ensemble des shares avec les snapshots. Et là j'ai toutes les informations qui retombent. Ici elles sont formatées en JSON, on aurait pu les formater en table ou autre. Voilà, donc du coup, si on résume tout ça, Azure File, ces snapshots, ça va permettre effectivement de retrouver ces données en cas d'altération. Et là, on retombe effectivement sur ton histoire de malware et de ransomware, de se protéger contre les suppressions accidentelles, faire de la sauvegarde aussi. Et le snapshot se fait au niveau du partage global. Incrémental, 200 snapshots maximum. Et comme c'est du cloud, tu peux accéder à ce snapshot par une URL en REST. Et donc là, ce sera ton compte de stockage, .core, c'est une erreur ici, .file.core.windows.net, j'ai mal tapé. / mon partage, point d'interrogation, et là tu donnes le numéro de ton snapshot. C'est un moyen simple et élégant d'accéder directement à son snapshot. Service d'import-export, donc là c'est quand on a une très grosse volumétrie, qu'on a des tuyaux, réseau qui ne sont pas top, et bien en fait on copie les données sur un disque dur, on prépare un disque dur avec un outil, on copie les données dessus, on les met dans une enveloppe, on a un ticket FedEx qui est généré par l'outil, et puis on l'envoie, et des gens chez nous les récupèrent, et après les importent dans le compte de stockage qu'on veut. Donc ça, je vous ai fait la procédure d'import, mais on peut avoir la même chose dans l'autre sens. J'ai des choses sur Azure que je veux récupérer, je fais une procédure d'export, j'envoie mes disques vierges, et puis on me les réenvoie remplis. Ça reste encore un peu un truc artisanal dans le sens où tu dois fournir toi-même le disque dur. Si tu as de la plus grosse volumétrie, tu vas passer par ce qu'on appelle l'Azure Databox, qui est vraiment une solution packagée pour des grosses volumétries, là on parle de 100 Tera. Et donc là en gros tu reçois un objet, une boîte que tu branches au réseau. Donc dessus il y aura du SMB ou du CIFS, elle est en DHCP, elle est chiffrée bien entendu. Tu la remplis et tu la renvoies, donc c'est utilisable avec les solutions partenaires, donc typiquement si tu veux prendre tous tes backups et les envoyer dans Azure parce que l'archivage te coûte moins cher que les avoir sur site, donc tu vas prendre les solutions. Et si ça vous intéresse, vous allez sur aka.ms/Azure Databox. Et donc là, ce qui est intéressant ici, c'est quand ça marche. Donc on commande une Azure Databox, on la reçoit, on la remplit, on la retourne, et les données qui étaient dedans sont mises dans les comptes de stockage Azure. C'est un petit NAS, ou un gros NAS plutôt. C'est pas un gros NAS. Enfin, si, 100 Tera, c'est un gros NAS. 100 Tera, c'est un gros NAS quand même. C'est un gros NAS. Oui, sauf qu'il n'est pas à toi. C'est-à-dire que tu le commandes, mais tu le renvoies après. Si tu le rends pas, je pense qu'on va te le faire payer cher. Store Simple rapidement, c'est une appliance physique qui est donc un SAN accessible en ISCSI qu'on peut mettre sur le réseau local qui contient des SSD et des disques rotatifs. Et donc il fait du tiering entre ces deux SSD rotatifs, et puis il fait du tiering pour les données vraiment froides vers Azure. Donc il sait en fait déborder doucement vers Azure. Quand tu regardes ça, tu me dis ouais, c'est ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure avec Azure File Sync. Et c'est vrai qu'Azure File Sync est plutôt le futur que Store Simple. Okay. Mais Store Simple est intéressant parce qu'en gros, on peut réinstancier également le client sous la forme d'une VM dans Azure, dans le cadre d'un PRA par exemple, d'un plan d'emploi d'activité. Donc, comme on a répliqué via le compte de stockage, on peut du coup redémarrer une appliance ISCSI dans Azure. Et puis on a également ce qu'on appelle la Virtual Series, qui est en fait un serveur de fichiers ou petit serveur ISCSI, qui est une VM qui tourne sur Hyper-V
ou sur VMware et qui permet en fait d'être managé quand on en a plusieurs depuis une même interface qui est le portail StoreSimple. Le portail s'appelle StoreSimple Device Manager. Voilà. Donc cette petite appliance virtuelle, tu vois, elle est quand même limitée parce que c'est 64 Tera maximum de stockage. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle fait le travail de faire un petit serveur ISCSI, donc un SAN, ou de faire serveur de fichiers, et puis elle automatise les sauvegardes. C'est un moyen également de ne pas trop se prendre la tête sur la gestion de ce type de service. Pascal, résume-nous un petit peu tout ce qu'on a vu, parce qu'on en a vu des choses là. On en a vu, hein. Dans Bien le stockage, hein, Pascal. J'adore. Donc on a vu les comptes de stockage qui nous permettent de stocker l'ensemble de nos données de façon structurée. On a vu les pages blob et les blocs blob. N'oublions pas, les pages blob sont dédiées au VHD. En tout cas, les VHD doivent être des pages blob plutôt. Ouais. Différents types de stockage. Donc les pages blob, pour les pages blob, standard ou premium. Donc le premium ne concerne que les VHD, les disques de machine virtuelle. Différents tiers de stockage, différents niveaux de stockage si on veut en termes de température entre guillemets des données, donc hot, cool ou archive, et différents niveaux de redondance, local, géo-redondé, enfin redondé local, géo-redondé et géo-redondé avec accès à lecture seule, en lecture seule à la copie. Voilà. Et j'en rajouterai par zone de disponibilité également le ZRS, effectivement, le ZRS, qui est vraiment très, très neuf. Qui est tout neuf. Les services, donc Azure File pour l'accès en SMB, Azure File Sync pour la synchronisation de nos serveurs de fichiers. Et puis les outils fournis par Microsoft comme AZ Copy et Storage Explorer. Et puis les autres, puisqu'il en existe des tiers qui sont pas mal non plus. Et puis StoreSimple, qui est une solution qui existe encore. Qui existe encore. Donc on a du chiffrement, un peu de sécurité, donc du chiffrement en transit et au repos. Donc le chiffrement au repos, il ne faut pas le confondre avec ce qu'on avait vu avec les machines virtuelles qui étaient le chiffrement à l'intérieur du VHD de la machine virtuelle. Là, il s'agit d'un chiffrement géré par Microsoft au niveau des disques des machines physiques de Microsoft en fait. Donc ça veut dire qu'en fait, si on fait une machine en BitLocker ou en DMCrypt, elle est chiffrée deux fois. Elle est chiffrée, la machine en tant que telle est chiffrée, le VHD, le fichier, le blob est chiffré en tant que tel. Et puis le compte de stockage, en plus sur lequel elle repose, est chiffré lui aussi. Donc on a deux niveaux de chiffrement. Voilà. Les mécanismes d'import-export qui nous permettent d'envoyer et de recevoir des disques avec nos données qui sont trop volumineuses pour le réseau. Et puis si on a vraiment jusqu'à presque 100 gigas de données, 100 Tera de données, pardon, on peut utiliser Azure Databox pour faire nos transferts. Eh bien Pascal, merci pour tout. Vous pouvez nous contacter sur nos Twitter ou via nos blogs respectifs. Et on se retrouve dans la prochaine étape, prochaine vidéo numéro 5 consacrée à l'identité avec Azure Active Directory. Exactement.